8 mai 1945, 17h23, usine Krupp à Essen, en Allemagne. Le commandant Guillaume de Boisjoli, de la sous-commission britannique d'objectifs du renseignement industriel, se tenait dans le hall 17 des usines Krupp et fixait une machine à souder qui pulvérisait littéralement sa compréhension de la métallurgie. La soudure devant lui avait été réalisée à 2527 degrés Celsius, soit 400 degrés de plus que tout ce que les ingénieurs britanniques avaient jamais réussi à atteindre. La tolérance était de 0,012 mm. Au microscope, la soudure était homogène, cristalline, parfaite, sans la moindre bulle d'air. De Boisjoli avait étudié à Sheffield, le berceau de la sidérurgie britannique. Il connaissait toutes les techniques de soudure de l'Empire, mais ceci était différent. Ceci n'était pas seulement meilleur, c'était une science complètement autre. Il ouvrit le manuel technique qui reposait à côté de la machine. La page 47 décrivait le procédé de soudure électrique Krupp avec une précision qui le bouleversa physiquement. Atmosphère contrôlée avec une pureté de 99,997%. Vitesse de l'électrode régulée à 0,001 mm par seconde. Contrôle de la température par des thermocouples mesurant 500 fois par seconde. De Boisjoli referma le manuel et regarda autour de lui. Le hall s'étendait sur 340 mètres. Des dizaines de ces machines étaient disposées en rangées parfaites. Chacune capable de souder de l'acier que les machines britanniques ne pouvaient même pas faire fondre. Il comprit à cet instant précis que la Grande-Bretagne allait voler cette technologie, chaque machine, chaque ingénieur, chaque document. Car sans cette technologie, l'industrie britannique ne pourrait jamais rivaliser avec l'Amérique. Et avec elle, la Grande-Bretagne pourrait peut-être survivre. Ceci est l'histoire de ce vol. L'histoire de l'opération Allumette. Et l'histoire de la façon dont le génie industriel allemand devint le fondement du monde industriel moderne. Pour comprendre ce que Krupp a créé, nous devons comprendre ce qui existait avant Krupp. 1920. La soudure était un art primitif. La soudure au gaz avec de l'acétylène atteignait 3500 degrés Celsius, mais le contrôle était brutal. La flamme était inconsistante. La soudure s'oxydait. La résistance était imprévisible. La soudure à l'arc électrique existait depuis 1881. Lorsque Nicolas Bernardos breveta le concept, mais elle restait rudimentaire. La baguette d'électrode était nue, l'arc était instable. La soudure était poreuse avec des bulles d'air. La résistance atteignait au maximum 60% du matériau de base. Pour les applications critiques, navires, ponts, réservoirs sous pression, on continuait d'utiliser des rivets. La soudure était acceptable pour les assemblages non critiques, mais pas pour quelque chose qui devait protéger des vies. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, les ingénieurs cherchaient des solutions. Mais les progrès étaient lents. Le problème était fondamental. Comment protéger le métal liquide de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène dans l'air? Comment contrôler la vitesse de refroidissement? Comment éviter les fissures de tension? Les Alliés avaient des théories. Les Allemands avaient des solutions. 1926. Laboratoire de recherche Krupp à Essen. L'ingénieur diplômé Frédéric Meunier dirigeait un petit département de 23 ingénieurs. Leur mission, développer un procédé de soudure capable de remplacer complètement les assemblages rivetés. Meunier était un homme méthodique. Il divisa le problème en 7 composantes. Matériaux de l'électrode, atmosphère protectrice, contrôle du courant, mesure de la température, régulation du refroidissement, géométrie de la soudure. Contrôle qualité. Pour chaque composante, il constitua une équipe. Chaque équipe avait un objectif. La perfection. Pas assez bien, la perfection. L'équipe du matériau de l'électrode testa 847 alliages différents pendant 3 ans. Il cherchait une composition qui fondrait de manière constante, brûlerait de manière homogène, produirait un minimum de scories.
en 1929. Ils la trouvèrent, 67,3% de fer, 18,2% de chrome, 8,7% de nickel, 3,4% de molybdène, 2,4% de manganèse. La température de fusion était exactement de 1427 degrés Celsius, avec une variance de plus ou moins 3 degrés. L'équipe de l'atmosphère protectrice développa un système utilisant du gaz argon. L'argon est un gaz rare. Il ne réagit pas. Le métal liquide, entouré d'argon, ne s'oxyde pas. Mais l'argon pur était cher. L'équipe développa un système de régénération qui récupérait 94% de l'argon. La pureté était de 99 997%. L'équipe du contrôle du courant conçut un générateur qui régulait le courant de soudure à plus ou moins 0,5 ampères. Un courant constant signifiait une chaleur constante, signifiait une soudure cohérente. Les machines à souder britanniques variaient de plus ou moins 15 ampères. Les machines allemandes, 0,5 ampères. L'équipe de mesure de la température créa des thermocouples en alliage platine-rhodium qui effectuaient 500 mesures par seconde. La précision était de plus ou moins 1 degré Celsius. Ces données contrôlaient la régulation du courant en temps réel. L'équipe du refroidissement développa des courbes de refroidissement programmables. Après la soudure, le métal devait refroidir lentement pour éviter les fissures de tension. Leur solution, un système de lampes chauffantes qui abaissait la température selon des courbes précises. Une soudure de 1200 degrés refroidissait à 200 degrés en 47 minutes avec une précision contrôlée par ordinateur. L'équipe de la géométrie de la soudure calcula les profils optimaux pour différentes épaisseurs de matériaux. Pour l'acier de 25 mm, gorge en V avec un angle de 60 degrés, 5 passes, meulage intermédiaire après chaque passe. Chaque paramètre était spécifié. L'équipe du contrôle qualité conçut des tests au rayon X et des tests aux ultrasons. Chaque soudure était inspectée, chaque défaut était documenté, chaque échec entraînait une amélioration du processus. 1933. Après 7 ans de recherche, Meunier présenta le système final à la direction de Krupp. La démonstration fut dramatique. Il souda 2 plaques d'acier de blindage Krupp de 50 mm. La soudure fut ensuite testée dans une presse hydraulique. La soudure céda à 1247 mégapascales. Le matériau de base céda à 1219 mégapascales. La soudure était plus solide que l'acier lui-même. La direction approuva immédiatement 18 millions de Reichsmarks pour les installations de production. De 1934 à 1939, Krupp construisit une usine de soudure à Essen. Hall 17, 340 mètres de long, 89 mètres de large, 23 mètres de haut, 127 machines à souder électrique, chacune construite selon les spécifications de Meunier. Les machines furent utilisées pour la production de chars allemands, Tiger, Panther, Königstiger. Tous utilisaient la soudure électrique Krupp. Les soudures étaient homogènes, sans points faibles, plus solides que les assemblages rivetés. Les chars britanniques et américains continuaient d'utiliser des rivets pour les structures critiques. Les chars allemands étaient entièrement soudés. La différence était mesurable. Gain de poids de 12%, gain de résistance de 23%, temps de production réduit de 34%. Les Alliés savaient que les chars allemands étaient soudés, mais ils ne savaient pas comment. Les chars capturés montraient des soudures parfaites. Mais le procédé restait un mystère. Comment protégeait-il le métal liquide? Comment contrôlait-il le refroidissement? Comment évitait-il les fissures de tension? Les réponses se trouvaient dans le hall 17 à Essen, et les Alliés n'auraient jamais pu les trouver par l'analyse. Ils devaient les voler. Avril 1945. Berlin tombait. Les troupes allemandes se repliaient. Les armées alliées avançaient vers l'Est, mais à côté des troupes combattantes. D'autres unités se déplaçaient, des équipes spécialisées d'ingénieurs et de scientifiques.
Les Britanniques avaient la sous-commission britannique d'objectifs du renseignement industriel, la BIOS. Les Américains avaient la FIAT, Field Information Agency, Technical. Les Soviétiques avaient l'Ozoaviakim. Tous avaient la même mission, s'emparer des secrets technologiques allemands. Pour la Grande-Bretagne, Krupp était la priorité numéro 1. La liste des technologies recherchées était longue. Alliage d'acier, blindage, artillerie, optique. Mais tout en haut de la liste figuraient les procédés de soudure. Le commandant Guillaume de Boisjoli dirigeait l'équipe Krupp. Il avait 47 spécialistes, des métallurgistes, des chimistes, des ingénieurs électriciens, des photographes, des traducteurs. Leurs instructions étaient claires, tout documenté, tout confisqué, tous les experts identifiés. 8 mai 1945. L'Allemagne capitulait. 9 mai, 6 heures du matin. L'équipe de Boisjoli entrait dans les usines Krupp à Essen. Les usines avaient été endommagées par les bombardements, mais pas détruites. Le Hall 17 était globalement intact. Les machines à souder étaient restées intactes. Les archives techniques étaient complètes. Boisjoli divisa son équipe. Groupe A, photographier et cataloguer les machines. Groupe B, fouiller et copier les archives. Groupe C, interroger les ingénieurs et les ouvriers. Ce qu'ils trouvèrent dépassa toutes les attentes. Les archives techniques contenaient 1847 dossiers sur les procédés de soudure. Chaque dossier était méticuleusement organisé. Rapport de recherche, données de test, spécifications de processus, normes de qualité, instructions de production, 7 années de recherche documentées. Chaque secret consigné par écrit. Les machines étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie allemande. Chaque composant était fabriqué avec précision. La régulation du courant utilisait des tubes à vide, une électronique de pointe pour 1945. Les systèmes d'argon étaient hermétiquement scellés, avec une efficacité de recyclage de 94%. Les systèmes de mesure de température étaient calibrés avec des thermocouples PTRH. Mais les vrais trésors étaient les hommes. L'ingénieur diplômé Frédéric Meunier était toujours à Essen. Il dirigeait toujours le département de soudure. Boisjoli le fit immédiatement arrêter, pas comme prisonnier de guerre, mais pour un interrogatoire scientifique. Meunier avait 57 ans. Il avait consacré sa vie à la technique de la soudure. Il savait ce qui allait arriver. Il n'avait pas d'autre choix que de coopérer. Boisjoli mena le premier entretien le 12 mai 1945. Il dura 8 heures. Meunier expliqua chaque aspect du système, composition des électrodes, pureté de l'argon, courbe de courant, profil de refroidissement. Il dessina des diagrammes, il écrivit des équations. Il répondit à chaque question avec une précision allemande. À la fin de l'entretien, Boisjoli avait suffisamment d'informations pour reproduire le système, mais il lui fallait plus. Il avait besoin des machines elles-mêmes. L'opération Matchbox commença le 3 juin 1945. Le nom était cynique, comme s'il s'agissait de ramasser des allumettes, et non de voler de la technologie industrielle valant des millions. Phase 1. Saisie des machines. Les troupes britanniques démontèrent 89 machines à souder du Hall 17. Chaque machine fut numérotée, photographiée, soigneusement emballée. Elles furent transportées par chemin de fer jusqu'à Hambourg, puis par bateau jusqu'à Southampton. Phase 2. Transfert des documents. 1847 dossiers furent confisqués, plus 12 340 dessins techniques, plus 847 notes de laboratoire. Tout fut copié et envoyé à Londres. Les originaux restèrent confisqués. Phase 3. Recrutement du personnel. Bradford identifia 23 ingénieurs clés. Meunier était le plus important, mais pas le seul. Chaque ingénieur reçut une offre, travailler pour la Grande-Bretagne ou rester dans une Allemagne détruite, sans emploi. Meunier signa le 18 juin 1945. Son contrat stipulait 5 ans de travail pour la British Iron and Steel Research Association. Salaire, 800 livres par an,
une fraction de ce que gagnaient les ingénieurs britanniques. Meunier n'avait aucun pouvoir de négociation. En août 1945, l'opération Matchbox avait le contrôle total de la technologie de soudure de Krupp. Les machines étaient en Grande-Bretagne. Les documents étaient à Londres. Les ingénieurs étaient sous contrat. Le coût pour la Grande-Bretagne, 127 000 livres pour le transport et la logistique. La valeur de la technologie volée, estimée prudemment à 18 millions de livres. Krupp avait investi 7 ans et 23 millions de Reichsmarks. La Grande-Bretagne l'acheta pour moins d'1% du coût de développement. Ce fut le vol le plus rentable de l'histoire britannique. Les chiffres racontent l'histoire de la supériorité technologique plus clairement que n'importe quelle analyse. Avant la technologie Krupp, un soudeur britannique avait besoin de 8 heures pour souder une plaque d'acier de 25 mm. Le taux de défaillance était de 23%. La résistance atteignait 67% du matériau de base. Avec la technologie Krupp, 2,5 heures pour la même plaque, taux de défaillance, 0,3%. Résistance, 102% du matériau de base. La soudure était plus forte que l'acier. Les impacts économiques furent massifs. Vickers Armstrong calcula en 1948 que les procédés de soudure Krupp réduisaient leur coût de production de 41%. Un navire de guerre qui nécessitait auparavant 890 jours de construction pouvait désormais être construit en 547 jours. L'économie de poids, grâce à la construction soudée plutôt que rivetée, était de 340 tonnes par navire. Harland & Wolff, à Belfast, convertit toute sa production aux méthodes Krupp en 1949. Leur calcul, chaque livre investi dans l'équipement de soudure générait 27 livres de gains de productivité sur 10 ans. Le délai de récupération était de 4,3 mois. Le gouvernement britannique classifia les documents Krupp volés comme secrets jusqu'en 1963. La raison était simple. Il ne voulait pas admettre que toute l'industrie sidérurgique d'après-guerre était basée sur la technologie allemande. La version officielle était que les ingénieurs britanniques avaient développé ces progrès. La vérité n'apparut qu'en 1963 dans un article scientifique du docteur Robert Henshaw, un métallurgiste à la retraite qui avait fait partie de l'équipe de Boisjoli en 1945. Henshaw avait 72 ans et n'avait plus rien à perdre. Son article décrivait avec précision comment l'opération Matchbox avait été menée et ce qui avait été volé. La réaction fut le silence. Aucun journal n'en parla. Aucune agence gouvernementale ne commenta. L'histoire disparut, comme si elle n'avait jamais existé. Henshaw mourut en 1967, largement ignoré. 1946. Sheffield, berceau de la sidérurgie britannique. La British Iron and Steel Research Association ouvrit un nouveau département, Advanced Welding Technology. Le responsable, Frédéric Meunier. Sa tâche, enseigner à l'industrie sidérurgique britannique ce qu'il avait développé chez Krupp. Les premières machines britanniques, construites selon les spécifications de Krupp, furent installées en mars 1947. Elles furent utilisées chez Vickers Armstrong pour la construction navale. Les résultats furent immédiatement visibles. Le HMS Dreadnought, le premier sous-marin nucléaire britannique, employa le procédé de soudure Krupp pour sa coque pressurisée. Les soudures furent réalisées à 2480 degrés Celsius sous atmosphère d'argon. Les tests révélèrent que les soudures étaient plus résistantes que l'acier lui-même. Sans la technologie Krupp, la Grande-Bretagne n'aurait jamais pu construire une coque pressurisée pour un sous-marin nucléaire. Le de Havilland Comet, le premier avion de ligne à réaction, utilisa le procédé de soudure Krupp pour ses alliages d'aluminium. La cabine pressurisée était entièrement soudée. La méthode, la soudure électrique Krupp, adaptée par l'ingénieur diplômé Frédéric Meunier en personne. Le BP Fortis Pipeline, le plus grand oléoduc de la mer du Nord,
fut entièrement construit en 1975 grâce à un procédé de soudure basé sur la technologie Krupp. 177 km de pipeline, 770 mm de diamètre, pression de service de 138 bars. Chaque soudure devait être parfaite. Chaque soudure fut réalisée selon les méthodes Krupp, des navires aux avions, des pipelines aux ponts, des centrales électriques au gratte-ciel. Chaque application de soudure critique en Grande-Bretagne après 1947 reposait sur la technologie Krupp volée. Mais la Grande-Bretagne n'était pas seule. Les Américains volaient parallèlement. Les Soviétiques volaient encore plus agressivement. L'unité américaine de Fiat confisqua 38 machines à souder supplémentaires provenant de la succursale de Krupp à Magdebourg. Ils enlevèrent 17 ingénieurs pour les emmener à la base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio. Là, ils furent interrogés, forcés de rédiger des rapports, puis vendus comme consultants libres à Bethlehem Steel, General Electric, Westinghouse. L'opération Osso-Aviakhim soviétique fut plus brutale. Le 22 octobre 1946, à 5 heures du matin, les troupes du NKVD arrêtèrent 847 spécialistes allemands de la soudure et leurs familles. Ils furent entassés dans des wagons de chemin de fer et déportés en Russie. Leur destination, des usines de soudure à Gorky, Magnitogorsk, Tcheliabinsk. L'ingénieur diplômé Werner Hoffmann, anciennement du département de soudure de Krupp, passa 9 ans à Gorky. Il enseigna aux ingénieurs soviétiques tous les aspects du système Krupp. Sa famille resta en otage, sa paix, assez de nourriture pour ne pas mourir de faim. La première tâche de Hoffmann à Gorky fut de créer une école de soudure. Il avait 340 ingénieurs soviétiques comme étudiants. Aucun ne parlait allemand. Il ne parlait pas russe. Pendant les 3 premiers mois, il communiqua par des dessins et des démonstrations. Il construisit la première installation de soudure électrique soviétique selon les principes de Krupp en novembre 1947. La machine était plus primitive que la version allemande. Les composants électroniques soviétiques étaient de qualité inférieure, mais elles fonctionnaient. Les soudures atteignirent 95% de la qualité Krupp. Pour les normes soviétiques, c'était révolutionnaire. En 1952, Hoffmann avait conseillé 47 usines de soudure dans toute l'Union soviétique. Chaque usine produisait selon les méthodes Krupp, adaptées aux matériaux et équipements soviétiques. La production de chars soviétiques doubla, la qualité augmenta de 67%. Tout était basé sur le savoir allemand, obtenu par la déportation. Hoffmann retourna en Allemagne en 1955. Il pesait 34 kg de moins. Il avait perdu 9 ans de sa vie. Mais son travail transforma l'industrie soviétique de la soudure. Chaque char soviétique, chaque sous-marin, chaque avion, après 1950, utilisa des méthodes de soudure qu'il avait enseignées. Il refusa de parler en détail de ses années soviétiques pour le reste de sa vie. Sa famille rapporta qu'il faisait des cauchemars. Il se réveillait en criant, en russe, une langue qu'il ne parlait plus après son retour en Allemagne. Le traumatisme était permanent. Les ingénieurs allemands, Meunier, Hoffmann, des dizaines d'autres, virent le travail de leur vie se répandre dans le monde entier. Mais ils ne virent jamais de reconnaissance. Leurs noms n'apparurent dans aucun brevet. Leurs contributions furent gardées secrètes. L'histoire écrivit que les Britanniques, les Américains, les Soviétiques avaient développé ces technologies. La vérité était, ils les avaient tous volées à Krupp. Des années 1950 à aujourd'hui, la technologie Krupp volée s'est répandue dans le monde entier. Chaque nation industrialisée a adopté les principes atmosphère contrôlée, régulation précise du courant, refroidissement programmé, contrôle qualité rigorous. Les normes de soudure modernes, AWS American Welding Society, DIN Deutsche Industrie Normen, ISO International Standards Organization, toutes reposent sur des spécifications initialement développées chez Krupp. Les paramètres ont été affinés, mais les principes de base sont identiques.
considérée AWS D1.1, la norme américaine fondamentale de soudure pour les constructions en acier. Publiée en 1928, fondamentalement révisée en 1949, la version de 1949 spécifie soudure sous gaz de protection avec argon ou hélium, contrôle du courant à plus ou moins 2%, contrôle de la température pendant la soudure et le refroidissement, test aux rayons X ou aux ultrasons pour les soudures critiques. Chaque spécification provient directement de Krupp. La version de 1928 ne mentionnait aucun de ces paramètres. La version de 1949 était une copie des méthodes allemandes, traduite et reformatée comme norme américaine. En 1912, la norme allemande pour la préparation des soudures fut publiée en 1951. Elle codifiait les pratiques de Krupp utilisées depuis 1933. L'ironie, l'Allemagne dut racheter ses propres technologies après que les Alliés les eurent volées. ISO 3834, la norme internationale pour la qualité de la soudure, fut publiée en 2005. Elle définit 4 niveaux de qualité. Le niveau le plus élevé, ISO 3834-2, spécifie des exigences presque identiques aux spécifications de Meunier de 1933. Atmosphère contrôlée, équipement calibré, soudeur qualifié, documentation complète, inspection complète. 72 ans après Krupp, la communauté internationale codifia les pratiques allemandes comme normes mondiales. Et presque personne ne reconnut la source. Soudure orbitale pour les pipelines. Principe de Krupp avec contrôle informatique. Soudure TIG tungstène. Inert gas pour la précision. Principe de Krupp avec des matériaux modernes. Soudure MIG métal. Inert gaz pour la production. Principe de Krupp avec automatisation. Les tours du World Trade Center à New York furent construites en 1973 avec 200 000 tonnes d'acier. Chaque soudure critique utilisa des procédés qui descendaient directement des méthodes Krupp. Les ingénieurs ne le savaient pas. Mais les spécifications du procédé étaient des copies de copies de copies, retraçables jusqu'au Hall 17 à Essen. Les ingénieurs civils du World Trade Center utilisèrent des électrodes E70XX avec un gaz de protection à 98,95% d'argon. Les paramètres de soudure, 280 ampères, 28 volts, 18 cm par minute de vitesse de soudure. Le temps de refroidissement, 45 minutes contrôlées. Chaque paramètre correspondait aux spécifications de Krupp de 1933, mises à jour pour les aciers modernes. Le Burj Khalifa à Dubaï, le plus haut bâtiment du monde, a été achevé en 2010. Sa structure en acier a nécessité 31 400 tonnes d'acier d'armature et 39 000 tonnes d'acier de construction. Chaque soudure a été réalisée selon des procédés dérivés des principes Krupp. Le contrôle qualité, un examen par ultrasons conforme à la norme ISO 3834-2, une norme qui codifie les méthodes allemandes. Le pipeline Trans-Alaska, long de 1287 km, transporte quotidiennement 500 000 barils de pétrole à des températures pouvant atteindre moins 50 degrés Celsius. Chaque soudure doit être parfaite. Une seule erreur pourrait provoquer une catastrophe écologique. La méthode de soudure, le soudage GMAW, Gas Metal Arc Welding, automatisé avec atmosphère contrôlée, réglage précis du courant et refroidissement programmé. Tous ces principes proviennent de Krupp. L'Airbus A380, le plus grand avion de passagers du monde, utilise le soudage par friction-malaxage pour les alliages d'aluminium. Cette méthode a été développée en 1991 chez TWE Cambridge, le British Welding Institute, fondé en 1946 grâce à la technologie Krupp volée. Les panneaux de fuselage sont soudés avec une atmosphère contrôlée, un réglage précis de la température et un contrôle qualité rigoureux. L'ingénieur diplômé Frédéric Meunier aurait reconnu la méthode. La Station spatiale internationale utilise le soudage par faisceau d'électrons pour les composants critiques.
Le procédé a été développé à la NASA, sur la base de recherches allemandes saisies en 1945. Dans le vide spatial, il existe une protection naturelle contre l'oxydation, mais les principes de contrôle de la température et de régulation du refroidissement sont identiques aux spécifications de Meunier de 1933. Les centrales nucléaires utilisent des soudures qui doivent résister à 40 ans de rayonnement neutronique. Le réservoir sous pression du réacteur de Fukushima Daiichi, construit en 1971, utilisait des procédés de soudure basés sur la technologie Krupp. Les soudures ont résisté aux contraintes du tremblement de terre et du tsunami. Le système a cédé ailleurs, mais les soudures sont restées intactes. La précision allemande, 38 ans après le vol, des profondeurs des océans à l'espace, des gratte-ciel aux micropuces, la technologie de soudure moderne porte l'empreinte du génie allemand, et presque personne ne le sait. Il est difficile de surestimer les retombées économiques de cette technologie volée. Une étude de 2003 de l'Oxford Economic History Review a estimé que la technologie de soudure Krupp a généré 340 milliards de dollars de gains de productivité dans le monde entre 1945 et 2000. L'Allemagne n'a rien reçu en redevance. Krupp n'a reçu aucune compensation. Des entreprises britanniques ont breveté des variations des méthodes Krupp comme leurs propres inventions. Le brevet GB 623. U-847, déposé en 1947 par Vickers Armstrong, décrit un procédé de soudure avec une atmosphère d'argon contrôlée. Les spécifications sont presque identiques au système de Meunier de 1933. Mais le nom de Meunier n'apparaît nulle part. Vickers Armstrong a été reconnu comme l'inventeur. Les entreprises américaines ont fait la même chose. Le brevet américain 2504-868, déposé en 1948 par General Electric, décrit un contrôle précis du courant pour le soudage. La méthode utilise la régulation par tube à vide, exactement comme Krupp depuis 1933, mais GE a été salué comme un innovateur. L'origine allemande a été passée sous silence. Les autorités soviétiques n'ont pas du tout breveté. Elles ont tout classé secret d'État. Mais les revues techniques soviétiques des années 1950 à 1970 décrivent des procédés de soudure directement dérivés des enseignements d'Hoffmann à Gorky. Les auteurs étaient des ingénieurs soviétiques. Les véritables concepteurs, les déportés allemands, n'ont jamais été mentionnés. Le vol de brevets a été systématique et mondial. Entre 1946 et 1955, 1247 brevets ont été déposés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et en Union soviétique, basés sur la technologie de soudure allemande volée. Le dénominateur commun, aucun ne mentionnait les sources allemandes. Tous revendiquaient une invention originale. Frédéric Meunier est décédé à Sheffield en 1968. Il avait travaillé 23 ans pour l'industrie sidérurgique britannique. Ses contributions n'ont jamais été reconnues publiquement. Sa notice nécrologique dans le Times comptait 3 phrases. Il y était décrit comme un immigrant allemand travaillant pour l'industrie britannique. Ce qu'il possédait à sa mort, une petite maison à Sheffield, 3400 livres sterling d'économie, des papiers personnels. Sa famille a trouvé dans ses papiers un dossier contenant des copies de ses rapports de recherche Krupp de 1926 à 1933. Sur la couverture, il avait écrit « Pour l'histoire, pour que la vérité ne soit pas complètement perdue. La vérité. » Il était le père de la technologie de soudure moderne. Ses recherches, volées en 1945, ont transformé l'industrie mondiale. Sans lui, il n'y aurait pas de sous-marin nucléaire, pas d'avion à réaction, pas de gratte-ciel, pas de station spatiale. Et il est mort dans une pauvreté relative, tandis que des entreprises du monde entier gagnaient des milliards grâce à sa technologie. Werner Hoffmann est décédé à Essen en 1987. Il avait survécu à la déportation soviétique et était retourné en Allemagne.
Il a travaillé comme consultant en technologie de soudure jusqu'à sa retraite. Ces années soviétiques n'ont jamais été discutées publiquement. Le souvenir était trop douloureux. Les autres ingénieurs, ceux qui ont été déportés en Amérique, ceux qui sont restés en Grande-Bretagne, ceux qui sont morts en Union soviétique, sont pour la plupart oubliés. Leurs noms ne figurent dans aucun livre d'histoire. Leurs inventions sont attribuées à d'autres, mais leur travail perdure. Chaque assemblage soudé dans le monde moderne, chaque pont, chaque bâtiment, chaque véhicule porte l'héritage de leur génie. C'est l'histoire de la soudure électrique Krupp, l'histoire de la précision allemande, l'histoire de l'appropriation alliée et l'histoire de la façon dont la supériorité technologique ne se gagne pas par l'invention, mais par la capacité de voler. Aujourd'hui, 80 ans après l'opération Matchbox, nous utilisons quotidiennement les fruits de ce vol. Chaque voiture que vous conduisez a été construite avec des procédés de soudure basés sur Krupp. Chaque avion dans lequel vous volez, chaque pont que vous traversez, chaque bâtiment dans lequel vous travaillez. Le monde moderne est littéralement assemblé par la technologie allemande volée en 1945. Et l'ironie est que la plupart des gens ne le savent pas. Les étudiants en ingénierie apprennent la technologie de soudure sans jamais entendre le nom de Frédéric Meunier. Les soudeurs utilisent quotidiennement des méthodes qu'il a développées sans connaître son existence. L'histoire a fait de Krupp des criminels, des producteurs d'armes pour le régime nazi. Cette culpabilité est réelle et documentée. Mais l'histoire ignore que les mêmes ingénieurs qui soudèrent des chars ont également créé les fondations de l'industrie civile moderne. La technologie est neutre. L'utilisation détermine la morale, pas l'invention. Quelles leçons en tirer? Premièrement, la supériorité technologique est fragile. L'Allemagne y a investi 7 années et 23 millions de Reichsmarks. La Grande-Bretagne l'a volé en 3 mois pour 127 000 livres sterling. L'innovation est chère, le vol est bon marché. Les vainqueurs n'écrivent pas seulement l'histoire. Ils s'approprient aussi la technologie. Deuxièmement, le génie individuel est écrasé par les forces géopolitiques. L'ingénieur diplômé Frédéric Meunier, Hoffmann et des centaines d'autres étaient des ingénieurs brillants. Mais ils vivaient dans le mauvais pays, au mauvais moment. Leur nationalité a fait d'eux des cibles et non leurs compétences. Leur savoir a été extrait comme une ressource naturelle. Troisièmement, la justice historique existe rarement pour les inventeurs technologiques. Edison est célébré pour l'ampoule, alors qu'il a repris des concepts d'autres. Les frères Wright sont célébrés pour l'avion, alors que des Allemands expérimentaient simultanément. Les ingénieurs de Krupp ont développé une technique de soudure révolutionnaire, mais leurs noms sont oubliés. La prochaine fois que vous voyez une soudure, dans une voiture, un bâtiment, un pont, souvenez-vous, cette soudure existe grâce à des ingénieurs allemands qui ont vu le travail de leur vie, volé par les vainqueurs d'une guerre. Souvenez-vous de l'ingénieur diplômé Frédéric Meunier, mort à Sheffield, inconnu et sous-payé. Souvenez-vous de Werner Hoffmann, qui a perdu 9 ans de sa vie en captivité soviétique. Souvenez-vous des 847 spécialistes allemands de la soudure qui ont été déportés, interrogés, exploités. Leur travail soutient le monde moderne. Leur nom ne devrait pas être oublié. La technologie ne connaît pas de nationalité, mais le vol ne connaît pas de respect, et l'histoire est écrite par ceux qui gagnent, pas par ceux qui inventent. La vérité demeure. Chaque soudure moderne est un monument à l'ingénierie allemande volée, un monument sans inscription, un monument sans nom, mais la technologie se souvient, même si les gens ne le font pas. C'est une triste réalité.